Bonjour et bienvenue à la prescription avec votre ami Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, une petite annonce de concert qui aura lieu bientôt avec l'Orchestre Métropolitain. J'aurai le bonheur de participer au Marathon Beethoven jeudi 17 octobre. Et il y aura aussi le vendredi le 18, dimanche le 20, il y a 2 concerts. Bref, ces 9 symphonies de Beethoven seront jouées en 4 concerts. Alors, si vous allez sur le site internet de l'orchestremétropolitain.com, à la programmation, vous pouvez voir les concerts. Et c'est l'opportunité, évidemment, d'entendre ces chefs-d'œuvre de ce grand compositeur. C'est rare qu'on peut entendre, justement, toutes ces œuvres en si peu de jours lors d'un marathon, et vraiment profitez-en, ça vaut la peine, et c'est d'entendre toutes les subtilités dans les cordes, mais aussi avec les vents. Bref, ça risque d'être un incontournable symphonique cette année. Mais là, aujourd'hui, on change complètement de style. On va y aller avec ma terre, l'Anaudoise, plus près du village de Saint-Côme, une grosse discussion avec le musicien Éric Baudry. C'est à Saint-Côme, village de la région de Lanaudière, qu'Éric découvre la musique traditionnelle québécoise. Influencé par le répertoire familial, il commence à chanter et à jouer de la guitare dès l'âge de 10 ans. Il se fait connaître en 1992 en tant que membre fondateur du groupe La Galvaude, puis poursuit sa route en créant 2 autres formations, Ni Sarpe ni Branche et Norouet. Parallèlement à la musique, Éric s'intéresse à la recherche du répertoire traditionnel, ce qui lui vaudra plusieurs prix et distinctions, dont le prix Nemo, et en 2002 pour le disque Musique gaspésienne qu'il a produit pour le violoneux Édouard Richard. En 2003, il se joint à la Bottine Souriante, ce qui ne l'empêche pas, depuis 2002, de mettre à profit son expérience et son diplôme universitaire en interprétation guitare pop et jazz en enseignant aux étudiants du programme de musique traditionnelle du Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Aujourd'hui, Éric est reconnu dans le monde tant pour la richesse de sa voix que pour son talent à la guitare, à la mandoline et au bouzouki. Voici ma discussion avec Éric Baudry. Salut Éric. Salut Fred. Comment ça va? On va bien, toi? Yes. Est-ce que les eaux se sont calmées dans votre coin? Oui, quand même, il y a eu des dégâts. C'est sûr que les gens qui restent près des cours d'eau ici, c'est toujours problématique. Ben moi, tu vois, j'étais au camp musical Père Lindsay, puis je suis allé visiter des amis qui étaient à Sainte-Béatrix, puis écoute, il y avait des chemins, là, c'était hallucinant. J'ai jamais vu la rivière aller si vite, aller si agressivement, là. C'est assez épeurant, là. C'est comme joli à regarder, là. Tu fais, la nature est forte, mais ouais, quand même, peut-être pas trop souvent, là, mettons. C'est inquiétant. Ouais, mais ça que c'est inquiétant, très inquiétant. Mais on va pas parler de ces inquiétudes. Bon, on a le droit de parler de ce qu'on veut, là, mais tu sais, en même temps, ça fait longtemps que je me promets de jazzer. On n'avait pas... on a essayé à quelques reprises, et des conditions familiales, et bref, ça était toujours une limite. Là, on s'est dit, tant pis, on va faire ça sur nos petits écrans respectifs. Et je suis content parce que toute la coïncidence aussi vient avec un bel article qui a été fait dans la presse, très élogieux sur ton chemin, sur ta carrière, sur un peu ta vision des choses. Je trouvais que c'était vraiment le fun. C'était bien rendu, puis ça donnait aussi une belle image du village, tu sais, je trouvais que c'était cool, ça. Ça donnait un avantage à ça. Premièrement, je vais savoir, toi, tu es en pleine rentrée cégepienne, là, c'est reparti.
commence lundi qui vient. Comment ça se passe au cégep? Est-ce que vous autres, à l'université, on dénote quand même une grosse baisse d'inscription en musique, en général? Est-ce que vous autres, c'est quand même encore assez présent? Parce que moi, j'ai un attachement à ce cégep-là. C'est là que j'ai fait mes 3 ans de cégep, puis j'ai adoré ma formation. Mais toi, maintenant qui est rendu prof là, est-ce qu'il y a une relève qui s'en vient? C'est toujours... c'est sûr que en général, dans le programme de musique, oui, les inscriptions sont en baisse depuis quelques années, on le sait. Là, au moins, on a quand même une espèce de statut qui reste assez stable depuis les 2 dernières années. Là, l'après-pandémie a fait qu'il y a eu une remontée, puis là, on est quand même dans les petits nombres. Là. Je ne sais pas combien il y avait d'étudiants à l'époque que toi tu étais là. Moi, je me rappelle qu'à une certaine époque, on pouvait être près de 100 étudiants dans le programme. Oui, c'est ça. C'est quand même... Cette année, il y a 52 inscriptions. Fait que là, c'est sûr qu'on est dans un... Non, mais moi, des petites cohortes. Ben, toi, tu as fait ton cégep à Joliette aussi? À Joliette aussi, il y a quelques années avant toi. Moi, je l'ai fait avec ton frère. Donc, c'était dans ces années-là. Puis il y avait quand même pas mal de monde. Écoute, il y avait tellement de petits bands. C'était assez très actif, j'aurais pu dire ainsi, dans ce temps-là. Maintenant, ça a changé. Les réalités de la musique ont beaucoup changé. Dans la formation que tu donnes, toi, tu travailles au département, mais tu ne fais pas juste enseigner justement la musique traditionnelle, tu enseignes aussi d'autres cours. D'autres cours un peu, mais c'est principalement au programme de trad que je m'implique. Que tu t'impliques. C'est par choix, je te dirais, même que je demande des réductions de tâches pour être capable de centraliser mon expérience dans ce que j'ai envie d'enseigner et non de me lancer dans des matières qui avec les années, j'ai pas plus ou moins approfondi puis ça m'intéresse moins de m'impliquer dans ce niveau-là. Ouais. Oui, c'est plutôt le trad, au niveau du trad que je m'implique, même si je touche à quelques cours, comme les cours de technologie musicale, les cours de enregistrement, qui s'appliquent à peu près à toutes les formes. Oui, c'est ça. Mais je suis surtout impliqué là-dedans. Mais le trad, de toute façon, ça a toujours été une petite cohorte. Ça a toujours été des petits groupes de quelques individus qui veulent passer par un programme académique pour apprendre le trad. Parce que par définition, la musique trad, c'est une musique qui a toujours été enseignée par le bouche à oreille. C'est une musique qu'on apprend à l'oreille, c'est une musique qu'on développe beaucoup d'une façon très autodidacte. Tandis que le fait de se lancer dans un programme académique avec le même profil que la musique classique et la musique jazz pop, c'est certains qui veulent aller pousser plus loin, mais ça a toujours été des petits groupes d'individus depuis le début de ce programme-là. Ça, d'ailleurs, quand le programme, je me souviens encore quand le programme est arrivé, c'est comme le premier, et peut-être je me lance en disant ça, le seul programme de musique trad au Québec? C'est le seul encore. C'est ça. Quand c'était arrivé, c'était justement dans mes années, si je me souviens bien, 1998-99 peut-être, à peu près. Là. Et je me suis toujours posé la question, comment voyait le milieu du trad ce programme-là? Est-ce que c'était quelque chose de dire, voyons donc, on va pas à l'école pour apprendre ça, tu apprends ça sur le terrain, tu apprends ça, justement cette tradition, est-ce qu'on voyait que c'était un peu une trahison de ça? Peut-être pas, non, je pense que ça a été bien vu, en général, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont questionnés, par contre. Est-ce que ce style de musique-là, est-ce qu'il y a d'abord, on était les premiers à l'enseigner de cette façon-là. Ouais. Moi, je suis rentré après. C'est André Marchand qui était le premier prof de guitare de la première, en 98. C'est ça. Ça a été un peu mis en place comme un projet pilote en se disant on va voir la réponse. Il y a eu 3 ou 4 inscriptions. Il y a même eu un désistement encore. C'était vraiment comme une cohorte fragile dès le départ. On va dire que tout le monde s'essayait là-dedans. Puis ça a pris 2 ans avant que ça revienne. Moi, je suis arrivé en 2002, même plus que ça. Ça a pris 3 ans avant qu'il y ait eu d'autres inscriptions au programme. Mm-hmm. Là, moi, je suis arrivé parce que André, moi, je venais de finir mon bac. Là, il y a eu des gros débats sur si tu veux enseigner au cégep, si tu n'as pas de baccalauréat. Déjà, au départ, ça créait une polémique parce que les profs qui avaient été engagés dans la première année n'avaient pas de diplôme. Ouais. Qui a créé un conflit avec les profs qui enseignaient déjà là en classique et en jazz pop. On va dire de quel droit ces gens-là ont le droit de venir enseigner ici, alors que nous autres, on est tous formés avec des diplômes pour le faire, puis que vous accordez des postes à des gens non diplômés et non approuvés. C'est intéressant, ça. C'est un bon débat à avoir quand même, tu sais. Ouais. Sur la spécialisation, sur... Aïe. Moi, je suis tiraillé avec ça. Mais pas tiraillé, en fait. Non, pas du tout... moi, si tu as l'expertise, tu l'as, tu y vas, puis tu donnes. Tu n'avais pas le choix. Ça va pas le choix. Il y avait personne avec des diplômes
qui étaient ultra qualifiés en musique traditionnelle, qui avaient des bacs, même en musique. Là. Mais c'est ça. Peu. Moi, je venais de finir, mais moi, j'ai étudié en jazz pop. C'est ça. J'ai étudié en guitare électrique. Il n'y avait pas de programme de trad anyway au Québec. Fait que, je l'ai appris. Mon métier, moi, je l'ai appris de façon autodidacte aussi. Mais tu sais, même, je pourrais te dire, moi, j'enseigne à l'UQAM, puis j'en ai beaucoup croisé, moi, des étudiants qui sont des violonistes qui viennent étudier le violon jazz pop avec Tommy, entre autres, qui est maintenant ici à l'UQAM. Mais la plupart d'eux viennent chercher des chops, justement, de vocabulaire, on pourrait dire. Mais à la base, ils veulent faire du trad. Puis, quelque part, Tommy, c'est parfait pour ça qu'il soit là, parce qu'il est un espèce de pont intéressant, stylistique. Il peut il connaît le langage. Il connaît le langage, puis il peut aider de tous ces côtés-là. Mais tu sais, moi, je me souviens qu'il y avait une couple de jeunes qui me disaient, ben non, mais là, moi, je fais ça parce qu'il faut que j'aie un diplôme, mais parallèlement, toutes les fins de semaine, ça gig dans des bandes, puis ça se promène partout, puis ça essaie de s'établir comme groupe, ce qui n'est pas, en plus, en soi, pas évident, puis presque une job à temps plein, là, quand tu commences à te lancer là-dedans, tu sais, avec un groupe, tu sais. Donc, c'est toujours un peu tiraillant. Mais là, toi, une chose qui me fascine beaucoup, c'est que tu enseignes à ce programme-là, puis tu réussis à jumeler famille et les tournées, les shows, et Dieu sait que ce sont des horaires extrêmement compliqués. Puis à chaque fois que je te vois, tu as l'air super en forme. Bon, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai un peu de la misère à comprendre où tu vas puiser cette énergie-là. Mais de la route, là, t'en fais, mais t'en fais un peu moins. J'en fais moins. Ben, c'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une question de choix. Là, heureusement qu'avec les groupes avec qui je joue, je suis encore avec la bottine souriante et avec mon trio qui s'appelle De temps en temps, on est d'accord, rendu au point de vue dans nos carrières respectives, de se dire, ben là, les grandes tournées, comme on a fait il y a des années, on faisait j'étais parti de chez nous 160 jours par année. C'est fou, ça. C'est fou. Mais aujourd'hui, on a beaucoup réduit. Tu sais, je fais peut-être, grosso modo, 65 concerts par année avec toutes mes bandes, puis je réussis je pars quelques jours seulement, je reviens à la maison, il y a l'équilibre qui se crée là-dedans, mais c'est d'un commun encore, heureusement, parce que si dans un de mes bandes, il fallait que je parte encore en tournée aussi longtemps, j'en ferais plus partie. Mais tu sais, un 60 jours, c'est comme l'équivalent de se dire presque un concert, un show par semaine, ce qui est parfait pour garder la shape de show, parce que c'est une shape qui si t'en fais pas, ta paire, c'est niaiseux à dire. Il faut que tu sois actif. Puis c'est en même temps le bel équilibre. Tu sais, tu peux continuer à travailler. Je sais que tu fais beaucoup de travail de studio, de réalisation aussi, parallèlement, pour d'autres projets. Un petit peu. C'est pas un projet majeur, mais comme j'ai construit un studio d'enregistrement pour mes propres besoins, ben, ça sert aussi aux membres de la communauté qui sont de plus en plus autonomes avec les tirs. Aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est que la plupart des musiciens aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont très autonomes au niveau de l'enregistrement. Oui. Ça veut dire que ma place sert de lieu de création et moi, je participe avec eux là-dedans, mais je suis super content de voir à quel point que les gens sont très autonomes dans cette façon de pouvoir s'enregistrer eux-mêmes, de faire leur prise de son, de même, à la limite même de mixer leur propre projet. Ça, je trouve que c'est les outils des dernières années, de la modernité des logiciels informatiques qui créent ça. À l'époque, on ne voyait pas ça, du monde aussi versatile dans différents styles. Vraiment pas. Oh non, chacun avait sa job. Tu joues, t'enregistres, tu montes. Jusque-là, maintenant, tout le monde fait un peu de tout, puis il réussit ça. Ce qui est le fun aussi, parce que ça t'amène à... J'ai toujours à dire que les gens qui peuvent avoir toute cette façon de faire les amène encore plus proches, collés et représentatifs de leur album ou de leur produit, tu sais, parce que tu as mis tellement les mains dans la matière que ça peut pas être plus toi que ça. Tu sais. Ça, c'est la belle affaire. Je vais commencer avec 2 compliments. Le premier, bravo pour le dernier de la bottine. Je l'ai bien aimé. Il est vraiment le fun. Cool album. Bravo pour l'autre album que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai envie qu'on parle du titre. J'ai pas réussi à trouver d'entrevue où est-ce que vous expliquez le titre. J'ai mal à mon folklore. C'est ça? Ouais. Bon, c'est ça. Moi, je l'ai lu, ça m'a fait beaucoup sourire. Puis là, tout de suite, je me suis penché, j'étais allé l'écouter, j'ai beaucoup aimé. Comment vous êtes arrivé en accord avec un tel titre? Parce que c'est quand même une sacrée phrase. J'ai mal à mon folklore, tu sais. Oui, mais c'est
c'est au-delà beaucoup plus de la musique. Tu sais, c'est sûr que là, c'est sûr qu'on l'associe directement à musique trad, là, parce qu'on est un band. Parce qu'on est dedans, ben oui, c'est ça. Mais le folklore, pour nous autres, c'est le mal à mon folklore, c'est en général tout ce qui touche à la tradition dans tous ces genres. Tu sais, tous ces genres de métiers, tous ces genres de liens avec la tradition, du respect de la tradition, puis tout ça. Puis oui, à travers les années, puis on fait un clin d'œil aussi à la façon que nous autres, on le malmène, le folklore, parce que de temps en temps, on n'a jamais été, même si on garde une racine qui est trad en général, le traitement qu'on en fait, on met la hache là-dedans. Nous autres, on n'a jamais été très puristes dans cette approche-là, puis on le sait. Puis on s'en est fait parler. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, là, le petit côté très, très rough, rock, trash un peu. Mais quand tu t'en fais parler, c'est qui ça qui ça dérange? Moi, j'étais curieux, c'est-tu des gens... Ben, je vais pointer du doigt carrément à l'aveugle, mais tu sais, est-ce que c'est plus des habitants de Saint-Côme qui ont plus une façon de faire, qui sont plus des fans d'hommage aux aînés, ou même c'est des fans extérieurs qui vont écouter ça, qui vont faire « Wow, pourquoi prendre cette mélodie-là puis la transformer comme ça? » Même, je me posais la question, tes parents, ta famille, quand ils écoutent ça, ils font du t'es certain? C'est drôle, mais quand même, je pense qu'on a... Ça a été une évolution dans le développement de temps en temps, ce côté-là, okay. qui s'est confirmé avec les années, puis on s'est en allé dans un côté qui était, je pense, où on avait envie d'un commun accord d'aller, tu sais. Ouais. Moi, je viens du punk puis du gros rock. Ça, je l'ai... Je ne jouais que de ça quand j'étais jeune. Écoute... Je suis arrivé dedans en me disant, ça m'habite, je le sentais, j'ai dit, je suis un gars de trad, tu sais, je l'ai toujours su. Mais ce côté-là, rock et punk, je l'ai tout le temps eu dans moi-même, parce que c'est la base, la racine même du développement de musique que j'ai eu, c'était ça. Mais ça, là, Éric, je l'ai appris en lisant l'article dans la presse, puis j'ai fait le saut ça, parce que peut-être c'est... Des fois, on prend des choses pour acquis, je te prends pour acquis. Moi, t'es dans le milieu de la musique trad depuis tellement longtemps. Je t'ai croisé dans combien de shows, des événements. Pour moi, t'es une figure importante, encore aujourd'hui, et qu'il était déjà à l'époque. Moi, je l'ai pas connu, le côté rocker, punk que tu décris, que j'ai de la misère à croire. Moi, je me souviens juste que oui, j'avais fait un projet avec ton frère, puis ton frère m'avait parlé de toi, puis il me dit « Ah oui, mon plus grand frère, il est en train de faire justement C'était à l'UDM, tu as fait ton jazz? C'était ça ou à l'UQAM? » À l'UQAM. À l'UQAM. À l'époque, j'ai fini, puis j'avais arrêté parce que je jouais beaucoup, puis j'ai arrêté pendant 2 ans, puis je suis allé finir à Trois-Rivières, dans les dernières années du programme là-bas. C'est ça. Donc, toi, c'est ça. Puis il dit « Ah, lui, il est parti faire cette formation-là, mais en même temps, il continue, les gigs. » Mais parlons-en un peu du rock punk. Moi, j'étais un peu curieux de cette affaire-là, d'où ça vient. C'était-tu... Tu viens de Saint-Côme, t'es né là, tout ça. Est-ce que c'était la musique, la muse que vous écoutiez les jeunes à l'école? C'est comme ça? Ou... C'était à l'école, oui, c'était à l'école. C'était un bassin d'amis adolescents qui m'ont emmené vers ça. J'avais mon grand chum à l'époque qui était américain, puis qui était venu étudier à Rawdon, à Paul-Valente avec nous autres, puis il est arrivé avec une espèce de discographie qui m'a fait découvrir des bandes, toutes les bandes de punk du UK, puis des Américains, puis même à cette époque-là, moi, j'étais à la fin des années 80, mon secondaire. Mm-hmm. Là, c'était toute l'évolution du punk français, comme Berrurier Noir, Ludwig von 88, puis des bandes qui explosaient dans ce genre-là, puis moi, j'étais en plein là-dedans. Là. C'était une découverte, et en même temps, c'est un côté de se défouler, puis de révolte adolescente, de tout ça. Fait que j'étais rentré à Plate Couture, à jouer ça, puis à repiquer, puis à passer des heures et des heures. Même si j'ai pas Après ça, j'ai joué dans des bandes de rock. J'ai pas monté des bandes de punk. J'ai embarqué dans le gros rock. J'étais à l'école avec Martin Deschamps, moi, puis tous les ans du midi, on jouait de la musique sans arrêt. On a passé pendant 2 ans de temps à faire à peu près 2 ans de musique à tous les midis dans nos semaines. Puis on a monté des bandes, on jouait dans les bars. J'avais pas le droit de jouer dans les bars. J'avais 16 ans, mais j'en avais l'air de 12. Ouais. puis on jouait... Puis j'ai passé mes grosses fins de semaine à jouer dans des bars. Ah, puis ça, c'est l'époque. C'était l'époque qu'on était capable de se faufiler dans un bar, là. Puis c'était pré-cégep. Quand je suis arrivé au cégep, ben là, tu sais, là, c'était... Là, t'arrives dans le jazz, parce que c'est beaucoup plus de jazz à mon époque que c'est aujourd'hui le pop est omniprésent. Mais moi, à mon époque, du pop, on n'en faisait pas vraiment. C'était surtout jazz qu'on jouait. Là. Mais quand tout le style hard, le style punk, rock, tout ça, t'as-tu embrassé le style aussi? Mettons, on pourrait retrouver de jolies photos de toi
habillé avec le style. Il y en a. Faudrait fouiller un peu, mais il y en a, c'est ça. Ah ouais, donc t'as embrassé quand même toute la culture qui venait avec ça, là. Parce que, tu sais... Pas le côté musical, je te dis, je suis pas un punk. Toi, mais c'est ça. Anarchiste qui était un revendicateur public qui était en avant des mouvements punk, là. Moi, je te parle de la musique, là. Parce que pour moi, t'es tellement quelqu'un de calme et sage que j'ai un peu de la misère à t'imaginer, justement. Mais c'est vrai que musicalement, c'est super attirant, c'est super le fun. Puis c'est comme tu le dis, il y a une bonne façon de se défouler. Mais quand t'as fini ton secondaire, t'arrives au cégep, t'avais-tu des cours de guitare ou c'est quelque chose que tu as gossé tout seul? En privé. J'avais suivi des cours de guitare en privé avant d'y arriver. Ouais. J'avais pas une grosse formation de la théorie musicale. J'étais quelqu'un qui avait pas peu de connaissances. OK. Mais j'avais appris la base minimale. Mais de la musique, j'en faisais depuis que j'étais tout petit. Tu sais, j'ai commencé une dizaine d'années à jouer de la guitare, puis à chanter. Puis, tu sais, moi, chez nous, c'est une famille que tout le monde chantait puis jouait de la musique. Déjà, les premiers fondateurs de la bottine souriante venaient chez des amis à mon père, puis il y avait des jams chez nous. Cet univers-là, j'ai baigné dedans. Là, mais toi, tu conciliais déjà jeune les deux styles? Mettons, justement, toi... Pas trop, non. Non? J'en jouais pas de trad. Mais t'en entendais? J'en entendais tout le temps. Puis c'est à quel moment que tu as fait bon, il est temps que j'honore tout ça puis que je me mette les pattes là-dedans? À l'époque du cégep, il y avait un ami à moi avec qui je faisais du chansonnier qui s'appelait Mario Bro. Mario. Mario, c'était la Veste du Loup. Il a parti la Veste du Loup après coup, mais je jouais beaucoup avec lui comme chansonnier dans les bars. Puis, à un moment donné, Mario dit, on va se monter un band de trad pour jouer au BA. À l'époque, le bar étudiant, peut-être connu. Oh, OK, oui. Puis, c'était dans les premières années du BA. Puis, nous autres, Mario dit, on va se monter un band de trad. Puis, il dit, j'ai invité comme violonneux Rémi Laporte, qui est le frère de Pierre, qui est un des bons joueurs de violon, que moi, je connaissais juste de réputation. Puis, quand on a joué une série, genre, je pense qu'on a joué comme 3 ou 4 soirs en ligne. Là. On a eu la chance de monter un répertoire où on reprenait des succès de la bottine, puis d'autres autant de Rêve du Diable que des chansons très connues du répertoire trad pour justement faire le party puis que le monde reconnaisse le répertoire puis tout ça. Puis ça a été une piqûre incourante. Quand j'ai joué avec Rémi, j'ai entendu ce style de violon-là, de la manière que lui il jouait, c'est là que j'ai pas mis en piqûre. Je dis, OK, ça, là, moi, là, c'est un band. Je veux monter un band avec un joueur de violon comme ça. Mais je veux dire, Rémi, écoute, moi, c'est drôle, tu parles de la veste puis le BE. Moi, t'étais-tu là? Non, je pense que c'était les Marions qui étaient maintenant rendus là à guitare. Puis ça, j'étais au BE, j'étais allé voir ça. Puis Rémi était encore là. Ben là, il se promenait entre le Cirque du Soleil, puis il venait faire un tour ici au Québec. Puis là, il y avait une série de shows du temps des fêtes. Puis ça jouait du violon, c'était parce que non seulement il rilait tout ça, il jammait, il faisait des espèces de lignes qui étaient vraiment, vraiment spectaculaires. C'était vraiment impressionnant à regarder. Et l'énergie de Mario, évidemment, ultra contagieuse pour tous, mais c'est vraiment pas... Je suis étonné que c'est par Mario Bro que finalement c'est allé te chercher. Parce que après... Par ma collaboration, c'est lui qui m'a mis en contact avec ces joueurs de violon. Là, moi, c'est le violon qui m'a allumé là-dedans. Là. T'es sérieux? J'aimais ça. Les chansons, j'adorais ça, mais c'était genre de rire, la façon de riller, là, avec l'énergie que ça avait. Puis là, ça, c'est là. Puis là, cette drive-là, pour qu'un joueur de violon qui tape du pied avec une énergie pareille, pour moi, je retrouvais le punk aussi là-dedans. Mais là, il y a un côté rough. La bottine existait. La bottine, que j'ai envie de dire, dite moderne, existait déjà à ce moment-là. Ça commençait, on était dans le début, parce qu'en 90, ça commençait, là, le 88, le premier album avec les cuivres avec Denis Fréchette, la collaboration avec le jazz. Ça, c'était lequel? Je voudrais changer de chapeau, c'est ça. Avec Je voudrais changer de chapeau, ça avait commencé, mais on n'était pas encore... Il n'y avait pas encore toute la grosse machine qui venait, qu'on connaît, qui est arrivée. Je pense qu'après ça, tout de suite après, là, il y a eu Jusqu'aux petites heures, que là, c'était vraiment là, les cuivres à plein. Là, mais je trouve ça intéressant que, justement, que ton déclic du trad est arrivé un peu dans cette mouvance-là où le trad se redéfinissait aussi, là. Mine de rien. Parce que même la Veste du Loup, quand ils ont... Là, au début, tu faisais des covers, justement, comme on pourrait dire ainsi, là. Puis à un moment donné, la Veste a lancé son album, ils ont eu leur succès. Ou est-ce que c'était encore une fois un mélange chansonnier, mais aussi avec du trad qui traversait à travers tout ça? Puis ça a toujours été un peu ça, ce band-là, quelque part. Tu sais. Oui. Après, ça, donc, c'est ton premier band, je pourrais dire, où est-ce que tu as expérimenté? Après ça, c'était quoi le premier projet trad entier?
c'est ça. Après coup, j'avais vu, il y avait un festival, un événement qui était à Sainte-Béatrix à l'époque, qui regroupait plusieurs bandes, dont Hommage aux aînés qui venait de commencer. Il y avait entre autres le groupe Manigance. Manigance, c'était une gang de gars de Québec avec Daniel Lemieux, Paul Marchand, Ouais. Bernard Simard. Puis c'était la gang le son de la gang de Québec avec un côté très raffiné. Ouais. De façon très, très raffinée, puis très soignant. Puis ça, ben, quand j'ai entendu Manigance, j'ai dit, là, je veux vraiment créer un groupe comme ça, comme eux autres. Puis là, je cherchais du monde au département de musique à l'époque qui faisait du trad ou qui aurait été intéressé à en faire. Il n'y en avait pas vraiment. Il y avait Bobby Bordelot, qui est un collègue à moi, qui terminait, qui est un ami de Saint-Côme avec que je connaissais depuis toujours, puis je sais qu'il venait d'une famille où il y avait beaucoup de musique traditionnelle aussi. Lui, je l'approchais, puis je dis, regarde, on essaie de se monter un band. Puis là, il y a une amie qui m'a invité à un show des Petits Poches Acadiens, qui était une troupe de danse de Saint-Jacques à l'époque. Ah oui. Dans cette bande-là, la violoniste, c'était Stéphanie Lépine, Mm-hmm. qui était encore tout jeune, là, qui était encore au secondaire. Je pense qu'elle était en secondaire 4 même à l'époque. OK. Mais elle avait, ou secondaire 5, elle finissait, puis elle voulait s'en venir au cégep. Et finalement, elle a fait le choix de s'en venir au cégep à Joliette pour faire du trad avec nous autres, parce qu'on venait de monter un band. Puis le projet a commencé comme ça, l'entour de... Puis ça, c'était la Galvaude. C'est la Galvaude. La Galvaude, c'était mon premier projet de trad, où on cherchait du répertoire, puis qu'on voulait vraiment créer de quoi. Puis en 91, on a fait un premier enregistrement on avait déjà essayé de trouver du répertoire des familles pour l'arranger à travers... Puis dans la Galvaude, il y avait Stéphanie, il y avait toi, il y avait Bobby Bordelot. Bobby. Puis après, vous avez fait l'expansion. Après ça, il y a eu Henri Mondard. Henri qui était là, c'est vrai. Qui était à la flûte. Il y a eu Patrick Graham, qui est un percussionniste de la musique du monde, que tu connais peut-être. Ben oui, je connais. C'est deux gars qui venaient de McGill, qui venaient de sortir. Oui, je connais très bien. Je connais Patrick. Qui était intéressé. Puis à travers l'évolution, on s'est ramassé avec un bassiste, un percussionniste, puis des flûtes. Puis ça a pris de l'expansion. Je me rappelle que la Galvaude, c'était rendu, il y avait du monde sur stage. Je vous ai vu quelques fois, puis je me rappelle encore, tu sais. Ouais. Ça, c'est un projet qui nous a permis de voyager, d'exporter. Premièrement, écoute, déjà notre deuxième disque était signé chez Analecta, qui est un label de classique, puis par les liens d'Henri, tu sais, puis on était une gang de jeunes, puis on était c'est cool. Ben oui. On avait déjà réussi à se trouver un label. Ça, t'avais quel âge? J'avais quoi, 20 ans? 20 ans, tu sais. Ça, c'est... Puis Dieu sait en plus que à l'époque, faire un disque, c'était pas faire un disque aujourd'hui, là. C'était compliqué de pouvoir te rendre là avec un label signé. Le disque, puis les disques, ça vendait, là. Les gens achetaient des disques aussi là, dans ce temps-là. On était capable de... sans faire fortune. Mais sans faire l'investissement. Ouais. Exact, c'est ça, c'était le fun. Donc là, les plaisirs de la tournée, première tournée, les premiers trucs commencent là. Avec la Galvaude, vous exportez, vous emmenez notre musique, la musique québécoise ailleurs. À ce moment-là, je présume c'était plus des tournées France, mais est-ce que vous avez commencé déjà dans des pays plus anglo-saxons ou est-ce que vous présentiez? Oh, ben oui, beaucoup. On a fait déjà? Canada. C'est vraiment le Canada qui nous a amené. Même la France, je pense qu'on n'a pas fait vraiment. OK. Même la Galvaude, la Galvaude, je pense même pas qu'on a traversé. C'est plus tard, après, dans d'autres projets que là, ça... T'es-tu sûr? Parce que dans ma tête, je me suis toujours dit que notre musique trad, internationalement, ça avait pris... J'avais l'impression que ça avait pris un peu plus de temps avant que les gens l'adoptent à cause de la frontière de la langue puis tout ça, mais finalement, peut-être pas tant. Les gens étaient embarqués là-dessus, là. Ouais, la Galvaude, c'était vraiment les gros folk festivals canadiens qui nous ont lancés, là, de Winnipeg à Edmonton, Calgary, Vancouver. C'était les gros, on parle de gros festivals. Tu sais, c'est des festivals, je ne sais pas si tu en as fait un peu, mais on parle de certains festivals jusqu'à 50 000 personnes quand même. Mais celui de Calgary, c'est-tu moi qui se trompe, mais c'est comme, je pense, le gros festival de... C'est Edmonton aujourd'hui. Ah, c'est Edmonton maintenant? Mais c'est quand même, puis encore Winnipeg est immense. On parle c'est des immenses folk festivals. Mais tu sais, quand je dis folk, il y a des styles de musique. Vraiment? T'as des grosses vedettes américaines qui sont sur les main stages de gros rock. Le folk est un prétexte à attirer les gens, mais je veux dire, la variété de musique que tu entends là aujourd'hui, on est loin d'un festival de trad. Là. Ah non, on est plus dans le festival de jazz qui, finalement, il n'y a pas tant de jazz. C'est un peu ça. Ça attire une clientèle différente. C'est un ramassis de trucs. C'est sûr que c'est pas non plus comme Mémoire Racine qui est un vrai festival de tradition. On pourrait dire. Ben, moi, je le considère comme ça, en tout cas. Du moins, Ils ont préservé quand même une étiquette dans le choix des artistes qui respectent quand même encore
qui mettent quand même encore de l'avant le trad québécois, ça, c'est sûr. Ah, le trad québécois, puis d'autres trads aussi, là, Et d'autres mettons. trad aussi, mais on reste quand même, il y a une valeur quand même importante à garder ta propre tradition en avant. Absolument, oui, oui, absolument. Puis c'est un beau rendez-vous. Tu sais, moi, ce festival-là, je l'ai vu changer, grossir, puis il me semble qu'il grossit tout le temps un peu. Là. Il y a toujours plus de monde à chaque fois. Là, tu sais. Puis c'est quand même impressionnant. Moi, je trouve ça, à chaque fois, je suis toujours un peu ému de voir que. Tu sais, maintenant, il y a les campings. Je veux dire, c'est comme un Woodstock, là, tu sais, limite. Là, c'est vraiment cool. Puis toi, tu es encore assez impliqué avec ce festival-là. Non, non, Moins? je suis pas, ben, je suis en lien un peu, mais j'ai pas, non, je suis moins, je l'ai été pendant quelques années. J'ai été Ouais. même 6 ans en programmation, mais ça fait quand même plusieurs années mais je me suis toujours quand même, et j'ai toujours été proche, pareil, de la gang, parce que dès le point de départ, là, tu sais, le lien à suggérer au comité de programmation des trucs, des bandes que je vois en tournée, tu devrais jeter un œil là-dessus parce que je trouve ça très intéressant, tu sais. Ouais. J'étais un peu plus un rôle de, entre guillemets, consultant ou de dire, regarde, j'ai encore la chance de voyager, puis Ben oui. je suis toujours très à l'affût de me dire, ah, wow, j'aimerais ça que le monde de Joliette découvre cette bande-là. Tu sais. Ben oui, c'est sûr. J'ai suggéré des trucs, puis j'ai été agréablement surpris il y a beaucoup de mes choix ont été considérés, puis j'étais très fier d'emmener ces musiciens-là ou de collaborer, à aider à ce que ces musiciens-là fassent partie Ben oui. de la programmation de Mémoire et Racine à travers les années, même si j'étais plus officiellement en poste en service, là. En service, oui. Tantôt, tu disais que le trad, c'est venu du violon. C'est venu que tu avais entendu un style de violon, tu as fait « Ah, ça, je vais aller là ». Puis, évidemment, tu as travaillé avec Stéphanie Lépine, qui a un sacré beau jeu de violon, là, traditionnel, qui est vraiment impressionnant. Mais quand même, au-delà de ça, il y a quand même les mots. C'est ça, j'ai envie d'en parler, parce qu'après, il y avait l'apprentissage de chansons. Toi, tu t'es taillé une voix là-dedans. Je veux dire, à la base, quand tu faisais justement même le rock, tout ça, est-ce que tu chantais ou tu faisais plus jouer de la musique? Est-ce que J'ai toujours chanté. Tu as toujours chanté même dans ce temps-là? Oui. OK. Ouais. Le trad, ben c'est ça c'est quand tu as un band de trad, tu peux te définir, ben c'est par ton répertoire. Hein. Fait que là, c'est sûr que nous autres ici, c'était de se dire, ben, je vais aller chercher des chansons, je vais aller fouiller dans la famille. C'est sûr que le premier geste, c'est d'aller voir les oncles, les tantes, le monde de la parenté de Saint-Côme. Puis comme mon lien était direct avec cette gang-là. Puis que t'es né là, ben, tes oncles, les tantes, tes cousins, cousines, t'as toujours un lien proche avec un grand-père, une grand-mère qui chante. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un vrai projet de collectage tant qu'à fouiller pour mes propres besoins. Ben, j'ai dit, rassemblons tout ce monde-là pour essayer de faire un melting pot. Puis que moi, tout d'un coup, j'en enregistre le plus possible. C'est ce que j'ai fait en 2001. Moi, j'étais allé carrément voir les personnes âgées, puis j'organisais des rencontres pour ce que je passais des après-midi de temps à enregistrer par groupe de 3 ou 4 personnes ensemble qui se relançaient l'un et l'autre, puis à travers les anecdotes d'enregistrement. Je l'ai fait sur un automne complet. Ça devait être le fun. Ça, c'était le fun, puis ça me donnait l'opportunité de connaître ces gens-là, puis de découvrir des interprètes incroyables à travers ça. T'sais, au-delà juste du répertoire, j'ai entendu des chanteurs de qui ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné, surtout de savoir que ces gens-là n'étaient pas connus. Là, il y avait des super chanteurs avec des belles voix, puis avec une façon de chanter qui était incroyable, dont plusieurs femmes. Ah oui, du village. Ah oui. Wow. Puis que c'est impressionnant quand justement c'est caché comme ça. Parmi toutes ce collectage, est-ce que tu as un souvenir de 2 ou 3 chansons que tu es fier d'avoir trouvé qui avaient été un peu oubliées? Mettons, parce que je dis ça dans le sens que, tu sais, il y a des classiques qu'on connaît, mettons, en trad, tu sais. Mais y a-tu des chansons que tu as trouvé, tu as fait oh, OK, là, ça, je vois un beau potentiel, puis je vais faire exploser la baraque avec ça. Est-ce que tu en as une petite liste personnelle à toi de fierté? J'en ai quelques-unes. C'est sûr que j'en ai quelques-unes de ça. T'es-tu capable d'en nommer? Ben, il y en a une que j'en ai. Il y a les chansons de Mme Clémence Gagné-Verne, en fait. Gilles Quentin, quand il venait chez nous à l'époque, il venait souvent à Saint-Côme pour voir Gilles. Il arrêtait chez mon père. Prenait un café, puis il s'en allait chez Clémence. Je lui dis, Clémence a beaucoup de chansons. Clémence en a fait une puis l'autre. Moi, je l'avais rencontré dans les petites rencontres déjà au départ, dans les rencontres de groupe. Puis après ça, ben, là, quand j'ai gardé des liens avec certains de
ces chanteurs-là que je voyais qu'il y avait beaucoup de répertoire qu'on n'avait pas pu, on avait effleuré que les premières chansons dans ces rencontres-là. Fait que j'ai fait des rencontres plus approfondies, entre autres avec Mme Clémence Gagné-Venn, puis avec Mme Marielle Marion aussi, qui était une des grandes pionnières, je dirais, qui a gardé alors, c'est elle qui organisait les après-midi pour moi. Là. Elle appelait ça ouais. chambre. J'en ai 3 ou 4, tu arriveras mardi après-midi, après le dîner, là, puis j'en ai 3 ou 4 qui s'en viennent. Puis c'était une collaboratrice précieuse. Ah, ouais. D'abord parce qu'elle chantait plein de chansons elle-même, mais c'était elle qui était le lien rassembleur. De ces gens-là. Okay. Ouais. Fait que ça, c'était précieux. Puis là, avec Mme Clémence, elle gagnait après coup. Je l'ai rencontrée, elle, personnellement chez eux, puis j'y allais, puis entre un petit whisky. Dans l'après-midi, très, très léger, là, elle aimait ça. Puis à un moment donné, puis elle me chantait ça, puis elle était plus capable de lire, elle était presque aveugle. Puis elle me disait, elle avait tout fait transcrire ses chansons par sa sœur, toute dactylographie. Puis elle me disait, donne-moi le début de la chanson. Puis je nommais le début de la chanson, puis elle partait. On a chanté 57 dans un après-midi. 57? Ouais. Mm. Wow. Puis là-dedans, il y avait des petits bijoux comme Toi seul qui a su me charmer, Par un bois sombre que j'ai refait sur l'album avec mon frère. Écoute, j'ai fait, je pense que j'en ai pris 3 ou 4 de ces chansons à Clémence, peut-être même plus que ça à travers mes albums, de les chercher dans le répertoire que Clémence chantait, qui est un répertoire de chansons un peu plus complaintes. OK. Qui me parlait plus. C'était des choses qu'on... Tu sais, à Saint-Côme, les chansons trad, c'est beaucoup associé à la chanson répondre, les chansons de party, les chansons festives, tandis que on s'est rapatrié un répertoire plus complet, un peu plus de chansons lyriques. Personnel aussi. Personnel. Ouais, c'est ça. C'est un côté que j'ai beaucoup aimé chanter, moi, ces chansons plus douces, là, la complainte, c'est quoi qui m'a toujours attiré. Fait que dans ce répertoire-là, sur chaque album, j'ai amené une complainte où je la faisais, j'en ai même fait avec la bottine. C'est toutes des affaires que j'ai amenées. Oui, c'est quelque chose c'est quelque chose que tu fais bien aussi en passant. Je trouve que le ton de ta voix, marie bien justement ce genre d'émotion-là. Puis ça doit être le fun à interpréter aussi. Tu sais, ça doit être le fun justement une belle complainte là, bien enrobée d'un bel arrangement. Pour la voix, ça doit être agréable aussi là. Tu sais. Oui, mais moi j'ai une attirance par ça. Fait que je pense que ça va de soi là. Autant qu'il y a des gens qui sont des grands des super chanteurs de chansons à répondre, qui sont des gaillards, qui assument la party, puis quand on a une seule chanson, ils viennent de faire élever la salle au complet. Là. On a chacun notre facture, je te dirais, dans la façon de faire Absolument. D'interpréter le répertoire traditionnel. Moi, le côté de la complainte, ça m'intéressait particulièrement. T'as-tu écrit beaucoup de textes? Quelques-uns, non, je suis pas j'en ai écrit, j'ai toujours écrit quelques textes à travers ma carrière. J'ai même voulu, à un moment donné, me dire pourquoi pas aller essayer de tenter le côté de l'auteur-compositeur. Je suis même à Petite-Vallée. Je me suis ramassé au festival de Petite-Vallée comme auteur-compositeur. J'ai exploré des trucs, le fun, puis paf, j'arrive à Petite-Vallée, le trad me ramasse, je me ramasse chez Édouard Richard, qui est le violoneux de la place, puis l'année d'après, je reviens, puis je produis son disque. Fait que tu sais, on dirait que le trad... Il te lâche pas? J'avais beau essayer de m'éloigner, le trad, il me disait « Ah ouais, on a un autre projet pour toi », puis Fait que mon expérience d'auteur-compositeur m'a amené à aller produire le disque du violoneux de la place là-bas l'année d'après. Mais tu devais avoir pour aller au festival là-bas, tu avais un petit corpus quand même que tu t'étais fait de tunes à toi là, aussi. Oui, j'avais mon répertoire. J'ai exploré à travers. J'ai toujours amené quelques chansons dans certains projets. Mais c'est-tu dans ta tête encore, mettons, c'est-tu un projet, c'est-tu quelque chose que tu dis un jour j'y retournerai ou. Oui, mais j'en ai fait un. J'ai fait un projet solo là, pendant la pandémie, que j'en ai fait un genre de disque. 7 tonnes. Je me suis entouré de mes amis, puis on faisait ça à distance, genre les pistes là. Puis je me suis amusé à le faire pour mon propre plaisir. Mais puis curieusement, il y a quand même une très belle réponse là-dessus. Puis je m'étais dit, ça vaudrait peut-être le coup de monter un show avec ça. Puis je me suis commis à le faire tout seul à Mandoline pour 2 événements. Puis à travers le lot, j'avais plus ou moins le temps de m'en occuper. Fait que là, je me suis dit de me dire, regarde, si tu veux que ça marche un peu, il faut quand même que tu mettes du temps pour le faire. Puis le calendrier n'était pas évident. Là, mais non, c'est ça. Les événements se ramenaient, puis tout ça. Puis c'est ça. Fait que je me dis toujours peut-être que je le ferai. J'ai même une tune rock qui va sortir bientôt. Oui, mais ça d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas retourner dans ça? Mettons le punk. Mais je vais en faire. Y retourner, à quel point j'y retournerai, je ne sais pas. Mais de faire un projet pour me contenter de me dire j'ai envie de le faire, ça, c'est certain que je le fais. Ah, OK, parfait. Ah, ça, c'est cool. C'est important, ça, en plus, je pense. Oui, c'est important de me dire que je me donne un rôle
à ce niveau-là, de me dire je me lance dans un projet comme ça à pleine face. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais de m'amuser à le faire au niveau créatif, moi j'adore les projets de créativité. Moi, c'est à la base, pourquoi je fais de la musique, c'est parce que j'adore créer dans cet univers-là. Au-delà de la carrière, au-delà du métier, c'est la création qui m'intéresse. Mais parlons créativité, justement, puis parlons instrument, parce que la guitare étant ton premier instrument, c'est là que la musique a parti. Est-ce que tu as tout le temps, parce que tu as quand même, tu sais, quand on commence à regarder la liste d'instruments que tu joues, c'est comme c'est un peu épeurant, là, t'en fais beaucoup. Mais toi, est-ce que ça a toujours été comme ça? La guitare était centrale, puis t'as tout le temps exploré un petit peu les autres affaires on the side, ou c'est un jour tu t'es assis, t'as fait, OK, il est temps que j'aille d'autres. Tu sais, exemple, le bouzouki, il est arrivé quand? Quand est-ce que t'as décidé de... Le bouzouki, parce que dès que j'ai commencé à voyager beaucoup, puis j'écoutais beaucoup de musique irlandaise aussi. Ouais. Énormément dans ce temps-là. Fait que là, j'ai fait comme bon, OK, ce projet, j'ai découvert des bandes de musique irlandaise en tournée. J'ai eu la chance de jouer sur les scènes, des grandes scènes, déjà à l'époque de Norway, qui était la suite de Velvet. Ça, on a joué beaucoup. Ça, on s'est exporté. On a fait beaucoup Norway, ça, je me rappelle. Ça, c'est un projet qui était où est-ce qu'on poussait nos limites chacun dans un univers musical qu'on aimait beaucoup. On n'avait pas de limite au niveau de la créativité. On n'avait pas une facture musicale établie. On a beaucoup créé. Puis là, ça m'a amené à jouer avec d'autres musiciens, puis à me promener un peu partout, puis passer du temps, entre autres à Toronto, avec un bonhomme qui s'appelle Oliver Schauer, qui était un grand compositeur, un grand super joueur de violon, entre autres, qui jouait beaucoup de violon 5 cordes, qui a composé des œuvres, puis qui tripait sa musique québécoise. Oliver a été le réalisateur du premier album de Norway. Puis on a travaillé beaucoup ensemble. Puis là, je passais beaucoup de temps à Toronto, puis lui, il était connecté avec du monde, des musiciens de musique du monde, à peu près plein de musique, autant africaine que de la musique indienne. Puis il jouait dans plein d'univers. Puis on a eu la chance à cette époque-là de passer beaucoup de temps chez eux, puis d'écouter beaucoup de musique, de rencontrer plein de musiciens. Puis là, il y avait des joueurs de bouzouki irlandais dans les sessions, tout ça. Puis là, j'étais comme ça, c'est cool, parce que on est dans un registre. Puis je jouais déjà beaucoup de mandoline. Là, je trouvais que c'était juste le milieu entre la mandoline et la guitare, le bouzouki irlandais. Ouais. Pour moi, ça répondait à un registre qui était exactement dans le sound que je cherchais. Puis je suis arrivé avec... Comme j'en trouvais pas, j'ai demandé à un ami d'outiller de m'en fabriquer un, puis je joue encore avec le même instrument depuis le tout début. OK. Ouais. Puis c'est pas une grande... C'est un instrument pour moi qui me suit depuis le début, en plus. Tu sais, ça a toujours été là. J'ai développé ma technique et le son que j'ai aujourd'hui vient de ça, les mêmes instruments depuis le début des années 80, fin des années 90. Tu joues un peu de violon? À peine. À peine? Ah, j'avais cru comprendre que tu avais voulu perfectionner ça pendant un petit bout. Un petit peu, mais je sais pas, ça fait encore partie de mes rêves, ça. Ah ouais, hein, le violon? T'aimes ça? Je savais pas. J'aime ça, mais je veux dire, quand tu joues des instruments à cordes à fret, tu ne casses pas trop la tête sur la justesse. Mais tu joues le côté technique du violon, pour moi, ça me demande beaucoup d'humilité et de patience, de reconnaître que c'est atroce à écouter. Ah non, quand c'est mal joué, c'est spectaculaire, un violon. Là. Ça, c'est tout le temps. Je suis pas rendu là. Mais toi, t'en as dans ta famille, là, dans tes enfants, il y en a qui en jouent un peu de violon, non? Ils ont commencé, ils l'ont fait un petit peu avec Stéphanie plus jeune. Là, ils sont plus sur le piano. T'sais, ils ont comme bifurqué. Les deux font plus de piano. C'est cool aussi. Ils explorent ça les amuse. Le violon reviendra peut-être ça fait partie du plan, mais tu regardes, là, on est déjà rendu dans une guitare électrique et d'autres choses. Mais parlons tradition, alors, parlons tradition avec les tiens. Toi, tu représentes bien ça, justement, avec le village, avec tout le travail que tu as fait de faire vivre cette musique-là. Est-ce que tu sens... Oui, au cégep, c'est sûr que tu dois sentir une relève, mais plus jeune encore. Est-ce que tu sens qu'il y en a une relève même dans ta maison, par exemple? C'est dur à dire. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un intérêt? Y a-t-il un intérêt? Il y a un intérêt, mais je pense qu'il faut redéfinir cet intérêt-là. Je pense que même pour mes propres enfants, les autres, ils m'ont vu dès la petite jeunesse, toujours parti à cause du métier. Là, je te dirais qu'il y a une réconciliation qui se fait avec ça, parce que pour eux, le fait que je fasse de la musique, c'était que papa était tout le temps parti. Ouais.
Ouais. Fait que ce lien-là, là, vu que je suis plus là, puis là, je le sens qu'il y a un intérêt, puis qu'ils sont plus là. Mais dans la petite jeunesse, parce que mes enfants, quand même, ils ont 11 ans et 8 ans. Fait Mhm. ils ont vécu, eux autres, ils ont vécu mon pic là, de toujours être parti. Très dur. C'est depuis les 2 dernières années que je suis plus à la maison, là, puis que je suis plus là. Fait que pour eux, là, ils voient qu'il y a une présence, que là, il y a plus il y a un côté qui est moins professionnel à ce coup. Au cours Ouais, du puis qui est métier, aussi parce que moins synonyme de l'absence de papa, là, tu sais. c'est ça. Tu sais, ça, c'est... Aujourd'hui, il y a un lien. Je le vois qu'il y a un lien. Là. Puis je les amène partout. Ils passent la semaine avec mon camp de violon. Puis autant les enfants de ma femme. Là, les autres, on baigne là, plus dans un milieu où on a le temps de s'y intégrer, de s'y déposer, puis d'avoir un échange. À Mémoire et Racine, c'est pareil. Les enfants, ils trippent, ils découvrent plein de trucs. Ils sont dans un univers rassurant, puis ils sont heureux. Tu sais. Puis là, ben, je le vois là, qu'il y a un... Puis ils sont à l'âge d'être curieux, à découvrir plein d'autres artistes, puis là, c'est eux qui me parlaient, on était allé écouter tel musicien, puis ils Ça, sont c'est le fun. emballés par ça. Ouais. Ça, c'est trippant, ça, justement de sentir cet intérêt. Au village, est-ce que tu trouves qu'il y en a une relève, puis là, une relève pas justement enfant, mais mettons fin ado, est-ce que ces traditions-là sont encore portées ou tu sens que même là, dans un village, tu sais, moi, Saint-Côme, j'ai un grand attachement à cet endroit-là, j'adore aller là. Et ces traditions, tu les sens évidemment d'une certaine génération, on va le dire ainsi, tu sais, qui est plus âgée. Il y a encore des jeunes. Est-ce que tu trouves que ces jeunes-là, il y en a encore qui essaient de pousser, de tirer là-dessus, de s'y attacher? Il y a beaucoup de reconnaissance. La chanson à Saint-Côme est encore très présente, tout ce que les chansons connues popularisées par Hommage aux aînés, par contre, ces trucs-là, c'est des chansons que les jeunes chantent encore, même les très jeunes. Ils sont Ah, heureux wow. de les chanter. Quand il y a des événements, ben, les gens, ils chantent, ils connaissent les paroles, ils chantent, ils chantent. Est-ce qu'il y a une relève au côté professionnel ou est-ce qu'il y a d'autres nouveaux groupes qui vont se créer puis qui vont... Là, on dirait qu'il y a une espèce de zone vide là, que je ne sais pas trop. Mm-hmm. Je sais pas trop s'il y aura T'entends pas parler des fois non, des ados qui se rencontrent puis qui... non, qui... pas là. Peut-être OK. qu'il y en a, mais je ne sais pas. Par Ouais, contre, là. peut-être. Ouais. Mais sauf que ça, je suis pas trop au courant de ça. Par contre, dans l'univers plus large de l'Anaudière, où est-ce qu'il y a des jeunes qui passent par le cégep, puis qui, ça, vois-tu, je trouve que là, il y a ça passe bien. Regarde, on vient de finir une cohorte de 3 ans là, sur le programme technique. Puis déjà, à la sortie de ça, il y a un groupe qui s'appelle La Pastourelle qui s'est créé alentour de... Je connais pas ça. La Pastourelle? La Pastourelle. Ils viennent juste de sortir. C'est tous des diplômés des dernières années au cégep en trad. Puis paf, il y a un noyau qui éclate. Puis le band est déjà créé je trouve qu'il y a une belle façon un souci très... précieux dans les arrangements. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de travail, de raffinement. OK. Mais je vais suivre ça. Ça, c'est clair. C'est un tout nouveau groupe, puis je trouve que c'est... je suis très, très fier de ça, parce que c'est tous des diplômés au programme de trad. OK. Particulièrement. Mais ça, c'est super bon. Puis des groupes comme ça, quand ça se forme justement, puis que ça sort, puis qui ont quelque chose d'original à proposer, c'est encore ça montre la belle signature de l'école aussi qui se cache en arrière de ça. T'sais. Ça, c'est trippant. Ils ont un désir de créer leur propre musique à eux, puis avec chacun leur background. Je trouve ça beau. Je trouve ça... Puis que ce soit ces individus, les quelques individus, là, ça veut dire que le lien amical était déjà créé. Déjà au-delà. Ben ouais. C'est aussi fort que la musique, parce que je veux dire, au-delà de la musique, je veux dire, c'est la façon que tu t'entends, puis la collaboration que tu crées avec ces... Puis là, ce lien-là était très fort. C'est d'abord et avant tout pourquoi ils ont formé un band. T'sais. Moi, je suis curieux, est-ce que dans les nouveaux bands qui existent, parce que tu dois pas mal être assez au courant, tu dois connaître évidemment bien cette scène, c'est qui les bands à surveiller en ce moment que tu trouves importants? Je les connais pas toutes, c'est sûr que là, je suis un peu... de ceux que tu connais, évidemment. Ouais. C'est sûr que quand je vois un trio comme Été, dont il y en a 2 de la gang qui sont passés par le cégep aussi... ah oui! À quel niveau ils ont poussé la virtuosité dans leur développement du cégep à aller aujourd'hui dans la façon qu'ils se sont servis des outils qu'ils sont venus chercher. Ben oui. Puis qu'ils ont continué à évoluer jusqu'au sommet où ils sont rendus là, que je trouve de très, très haut niveau. Je trouve ça beau. Ça, je me dis, OK, il y a comme
le cheminement, ils sont venus chercher ce qu'ils avaient besoin là, puis là, pouf, ils s'en sont servis pour aller très haut. Puis ça, je trouve ça valorisant. Et je suis très fier des groupes comme ça. J'en reviens pas à quel point que c'est beau. À quel point que ça s'est développé. Puis de voir un bonhomme comme François-Félix Roy, qui est un folk seigneur un peu dans la facture. Moi, je vois un petit peu un Bernard Simard dans ce jeune-là. Une super belle voix, avec un souci des arrangements. Puis il fait son album solo que j'ai aidé à réaliser avec lui dans mon studio. C'est un album solo, c'est juste voix-guitare. Ah ouais? Là, il est arrivé avec un super beau projet, puis avec un beau choix de répertoire, une belle façon, beaucoup de... C'est pour guitare solo, très fingerstyle, très bien arrangé. Tu sais, c'est un jeune qui baignait déjà dans la musique, mais il est venu comme... Il a trouvé sa voix dans cette espèce de ligne-là de chanteur. Tu sais, vraiment de chanteur soliste et guitariste soliste en même temps. Peux-tu me redire son nom pour que je puisse aller l'écouter? Oui, François-Félix Roy. OK, parfait. Puis c'est son premier album. Son premier album. OK, cool. Qui est sorti cette année, c'est ça? C'est sorti l'an passé. L'an passé. Le vois-tu, là, il vient de remplacer André Marchand dans le groupe qui s'appelle Grosse-Île. OK. Donc, lui, il fait aussi, il travaille avec d'autres bandes, il fait toutes sortes de trucs. Là, il travaille avec plein de bandes, il est impliqué dans plein de projets. Mais tu sais, il y avait déjà une démarche. Puis ça, je te dis qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent au programme de musique, mais quand tu regardes de façon que ces jeunes-là qui ont voulu de dire, regarde, on va passer pour un programme académique, on va aller chercher tous les outils, on va aller chercher les outils qu'on a besoin pour continuer. David Simard, c'en est un. Tu sais. Ah oui, mais David Simard, les deux premiers étudiants que j'ai eu au cégep à Joliette, moi, c'est Nicolas Pellerin et Glenn Gina, qui sont tous les deux des têtes d'affiche, soit avec son band, Kevin avec Galant, tu perds ton temps, tu sais, fait que ces gens-là sont à l'avance, depuis le tout début de quand ils sont sortis du cégep et ont fait leur projet, ils sont dans l'avant-scène même du stade québécois. Ah, ça, c'est cool. Puis à chaque fois, il y en a eu. Ça a tout le temps été ça. Ils se sont toujours positionnés. Il y en a eu beaucoup, beaucoup de ces musiciens-là qui sont positionnés dans la musique traditionnelle avec des personnalités très propres, très authentiques. Oui. Très unique. Ouais, non, ça, c'est cool. Ouais. Je me demandais, selon toi, mais c'est une tough question, mais j'ose quand même te la lancer. Tes 2 ou 3 albums de trad québécois qui sont importants, incontournables parce que je sais qu'il y a des auditeurs aujourd'hui que la musique trad, c'est peut-être pas leur soupe. C'est cool, c'est correct. Mais admettons, après, suite à notre conversation, j'aimerais ça qu'ils se rincer bien les oreilles puis comprendre qu'est-ce qu'il y a de beau à admirer dans cette musique-là. Qu'est-ce que tu leur suggérerais? Le premier disque, incontournable pour moi, le premier de tout qui m'a fait accrocher, c'est vraiment l'album Nouvelle Manigance du groupe Manigance. Ça, c'est dur à trouver, cette musique-là, parce que je pense que c'est même pas c'est pas remis, hein? C'est pas remis, mais c'est un chef-d'œuvre pour moi que ça devrait revenir, effectivement. Pour moi, c'était le son, c'est de la poche, puis en même temps, on parle. C'était Daniel Lemieux, Daniel Roy, toute cette gang-là. Paul Marchand, puis Claude Mété. C'était ces gens-là. Pour moi, c'est des mentors, mais cette gang-là qui sont mis ensemble dans les débuts des années 90 pour faire ce projet-là, pour moi, c'était unique, incroyable. Tu sais. OK. Donc ça, c'en est un. Parfait. T'en as-tu 2 autres, mettons, même pour... Ben, je te dirais... j'ai pas des titres précis, là, mais un des bands, pour moi, qui était le plus important, en tout cas, dans celui que j'aime beaucoup, ça a toujours été les chauffeurs à pied. Ouais. Pour moi, les chauffeurs à pied, c'est l'espèce de côté puriste, puis très... Pas puriste, on s'entend, je veux dire. Mais c'est comme... Il y a un son dans cette bande-là, moi, pour moi, je pense, pour moi, c'est comme le son québécois qui... Il y a une racine là-dedans, puis ça, c'est le son de Québec. Hein. On parle... Ah, mais quand j'entends ces bandes-là, c'est le son. Parce que là, Naudière, on a un son, puis je sais pas comment le définir précisément, mais de la façon de jouer, la gang de Québec, ça a toujours été une influence majeure et forte. Les groupes qui venaient de la ville de Québec, comme eu Manigance, c'était surtout centré là. Puis les chauffeurs à pied, c'est des super bandes, puis ça, pour moi, c'est comme wow. Ouais. Moi, je pense que je suis capable presque en tout cas, une théorie sur la différence entre le son de la Naudière et le son de Québec. Puis ça fait quelques fois que j'en parle avec des amis là-dessus. J'ai l'impression, et là, je vais peut-être me faire lancer, des roches pour dire cette affirmation-là. Québec, il joue, je trouve, un peu plus assis sur le bord de la chaise, un peu plus collé sur le beat,
Puis Lanaudière, on est un petit peu en arrière du beat. Un petit peu. Mais c'est toute une affaire de beat. Mais moi, c'est ça que j'entends à chaque fois. Oui, c'est une belle observation. Écoute, il l'accote le beat à Québec. Là, c'est comme ça. C'est comme. C'est pas poussé, mais c'est juste. Ça va de l'avant. Puis ça fait qu'il y a un côté très festif, joyeux, excitant. Mais, et il y a un côté du rythme à la Lanaudière, je trouve qu'il va plus, justement, qu'il va s'asseoir, qu'il va aller un peu plus, qu'il va laisser de la place, justement, pas une nostalgie, mais justement un côté, comme on dit tout à l'heure sur la complainte, c'est quelque chose qui peut être un peu plus expressif. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Mais c'est comme ça que je l'entends, du moins. Peut-être, en tout cas, on verra, je vais avoir des emails de haine suite à cette affirmation. Non, c'est une très belle observation. Effectivement, mais c'est vrai que les chauffeurs... Mais je trouvais que dans le raffinement aussi du jeu des solistes, il y a quand même de quoi. Hein? Oui. Je trouve que Lanaudière est un peu plus rocker. Ouais. Un peu plus raffiné dans la définition. Je l'entends, ça. Autant de, je pense à la flûte à bec, par exemple, dans le flageolet, là, qu'on retrouve beaucoup dans les chauffeurs à pied. Puis il y a un petit raffinement. Mais écoute, moi, les chauffeurs à pied, le dernier album qu'ils ont sorti l'année passée, je crois, c'était ça. C'est comme, je pense, c'est incalculable le nombre d'écoutes que j'y ai donné. Dès le début, j'avais été happé, j'ai trouvé ça. Et que celui avec la licorne, c'est ça est-ce que je sais plus c'est quoi le. Non, je pense que oui, c'est celle-là. C'est ça. Ouais. T'es cœur, cet album-là. Mais moi, il y a d'autres, tu sais, mettons, un album comme, évidemment, ça va souvent avec un âge puis avec une nostalgie, mais moi, au secondaire, j'avais eu une obsession pas pire sur Ojnab, Jean-Paul Loyer. Ça, moi, c'était un album fondateur. Jean-François Bélanger aussi, Capot-Sorcier. Ça, c'était aussi tellement impressionnant. Il était violoniste à l'Orchestre des Jeunes de Joliette. Puis parallèlement, tout le monde disait, ouais, mais lui, là, en plus, il fait du trad. Puis il fait un album de trad avec plein de collaborateurs qui n'ont pas de bon sens. D'ailleurs, là, il l'a droppé finalement sur Spotify, Capot-Sorcier. Celle-là, oui, c'est ça. Puis il est en train de préparer d'autres choses parce que j'ai travaillé sur plein de. Est-ce qu'il continue? Il continue à faire plein d'affaires? Il est sur un nouveau projet, là. Puis j'ai collaboré sur quelques pièces là-dessus. Puis j'ai toujours collaboré avec Jean-François après ça. Je pense sur chacun de ses albums. Après, le Capot-Sorcier, il y en a eu d'autres. Là, puis c'est arrivé souvent que j'ai eu la chance de travailler avec lui là-dessus, autant comme Ojnab, parce que les dernières années d'Ojnab, c'était moi qui étais guitariste pour ce projet-là. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde à l'époque que j'ai commencé à jouer de la musique. Moi, Jean-Claude Miranda puis Jean-Paul Loyer, à 20 ans, ils m'ont emmené avec les autres en tournée, comme envoie le jeune, on a besoin d'un guitariste, puis t'embarques, on part. T'es sérieux? J'ai été formé incroyablement avec ces gars-là. Je suis tellement reconnaissant de la chance que j'ai eue de pouvoir être pris en main puis adopté par ce monde-là, puis qui m'ont dit ouais, viens-t'en, puis mais d'ailleurs, tantôt, tu parlais de manigance, puis tu as dit, pour moi, c'était des mentors. J'ai l'impression que tu es un individu qui a eu la chance d'avoir plusieurs mentors à plusieurs moments différents. Mais lequel de ces personnages t'as le plus marqué dans ton apprentissage? Je pense pas qu'il y en a un plus que l'autre qui m'a plus marqué, mais je dirais que dans le lien, dans mon lien par rapport à la chanson, particulièrement, comment je me suis défini, c'est lui qui m'a le plus influencé, puis que j'ai eu la chance de connaître très bien aussi, jusqu'à la toute fin de sa vie, c'est Bernard Simon. Bernard, OK. Ouais. C'est quelqu'un de... Pour moi sa façon de chanter, ça a été tout de suite une révélation. J'ai réalisé que c'est des voix assez uniques et exceptionnelles. Ouais. Ça m'a touché particulièrement. Puis jusqu'à la toute fin de sa vie, Bernard, on avait un projet de faire un album. Il était très avancé dans un cancer, puis il savait qu'il n'avait plus pour très longtemps. Donc finalement, en fin de compte, il me dit, regarde, Éric, j'ai le goût de le faire, puis il débarquait au studio, puis il sortait de chimio, puis il venait faire quelques tunes, puis il repartait, puis on a réussi à faire un dernier album avec lui, puis c'était un beau moment, puis c'était très important pour moi, de l'accompagner jusqu'à la toute fin, puis de qu'on laisse aussi une trace. Une trace de lui dans un répertoire qu'il avait choisi, qui avait envie de chanter avant de partir, puis de nous laisser. Puis je trouvais ça très, très... J'ai été privilégié aussi qu'il me fasse confiance, qu'on puisse le faire ensemble. C'est un très beau disque aussi, là. Je me rappelle encore, tu me l'avais fait parvenir à l'époque quand c'est sorti, puis c'était vraiment... C'était très touchant. Tu sentais... C'est un disque qui est le fun. Et c'est le fun quand un disque réussit à capter une émotion super intense puis palpable. Puis dans ce cas-ci,
je peux pas dire que tu sentais la maladie, mais tu sentais une certaine fragilité, mais aussi une honnêteté dans le son qui restera, et comme tu viens de si bien le dire, gravé à jamais. T'sais. Donc ça, c'est important, ces albums-là, d'une certaine manière. Ton regard vers devant, vers l'avenir du trad reste toujours positif? Oui, absolument. Puis moi, je sais, comme je disais, dans mon studio, je vois passer des projets, des bandes. Il y a toujours des nouveaux projets que je vois débarquer, du monde des collaborations. L'avantage, il y a le Québec, mais il y a beaucoup de collaborations avec les musiciens à l'extérieur aussi. Ça me motive beaucoup. Là. C'est qu'on a un ami écossais là, maintenant qui est venu faire son album chez nous qui s'appelle Arthur Coates. Puis Arthur, c'est un jeune qui vient dans le coin d'Iverness en Écosse. Puis que lui, il tripe sa musique du Québec, puis il est venu faire son album chez nous, puis il tripe, puis il revient tout le temps au Québec, puis il s'intègre à ça. C'est cool, ça. Il fait la promotion de la musique québécoise partout en Europe, puis c'est assez fascinant. Mais ça. Moi, en tout cas, pour conclure cette conversation, j'espère, regarde, souvent, je croise mon ami, tu connais Guillaume Beauchamp? Contrebassiste, il a joué un peu avec la veste. Il a joué un peu, maintenant il joue un peu moins. Shout-out d'ailleurs à lui, je suis sûr qu'il nous écoute. Puis lui, souvent, on se fait des soirées où est-ce qu'on prend un verre, puis là, on se met à écouter du trad. Puis là, on trippe comme des malades, puis là, c'est le moment que nos blondes font qu'on va les laisser tranquilles. Puis là, on a du fun. Puis dernièrement, il y avait un duo que... Puis sur YouTube, il y a quand même des belles choses qu'on retrouve qui sont pas nécessairement sur album et tout ça. Puis cette vidéo-là que tu as faite avec pendant la pandémie en studio, c'était chez toi, je pense, avec ton frère? Oui, on a fait un concert. C'est une espèce de concert intime. Ouais. En tout cas, moi, des duos Baudry, là, c'est vraiment, c'est formidable. J'espère qu'un jour, vous allez pouvoir aller avec encore du nouveau répertoire puis continuer cette affaire-là. Je sais pas si c'est dans les plans. Je sais pas oui, c'est dans les plans. Certains, c'est dans les plans, puis ça fait longtemps qu'on en parle. Puis là, écoute, c'est sûr que vous allez nous voir ensemble très, très bientôt parce que on a plus le temps de le faire. Aujourd'hui, le fait que Simon n'est plus en tournée avec le vent, puis que moi, j'en fais moins, là, ça nous donne l'opportunité de dire, hey, on se fait un projet, puis on s'amuse, puis on j'espère. C'est rassurant, puis oui, on a le désir de le faire. Parce que on n'avait pas le temps. C'était tellement beau, cet enregistrement-là. Moi, on écoutait ça. C'est un son magnifique. En tout cas, j'espère que... Puis lui, comment il va? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, maintenant qu'il est plus dans le vent. Il va bien, il est en train de restructurer un petit peu ses trucs, mais sinon, je pense qu'il se dépose. Là, il profite de la vie sans avoir un taux de... Fait bien. Ouais, profiter du fait qu'il était tellement parti puis qu'il était tellement tourné. Fait que je pense qu'il assume son rôle de papa. C'est ça, j'allais dire, il est nouvellement papa en plus. C'est le fun des enfants. C'est le fun d'être là aussi. Là, t'sais. Toi, quand même, tu étais beaucoup parti. Comme tu dis, tes enfants ont un peu réagi, mais comme cette réconciliation-là doit faire quand même du bien aussi par rapport à la musique, par rapport à ce que ça signifie avec eux. Ça donne un autre angle. T'as-tu des dates de show que tu veux annoncer? Écoute, des dates de show, qu'est-ce qu'il y en a? Moi, je suis quelqu'un qui regarde... Moi, je regarde le calendrier la veille. mais on est à Irescliff avec la bottine souriante samedi qui vient. Okay. Pour un événement. Sinon, il y a le festival à Ripon. On est avec la bottine toujours aussi. Okay. Ripon Trad. Je sais qu'il y a le Trad Cajun aussi qui est à Drummondville. Puis les shows avec la bottine, vous allez sûrement aller un peu de l'avant avec le nouvel album. Puis vous allez aussi rajouter un paquet de hits. On intègre quand même beaucoup du nouveau répertoire dans cet album, sur ce concert-là. Okay. Même si on ramène les grands classiques qui sont toujours là, mais on est content du répertoire qu'on a trouvé pour ce dernier album-là, puis on le met de l'avant, puis ça fait du bien, je te dis, oui, c'est nouveau répertoire. C'est tellement motivant. La gagne est belle. La gagne est belle, c'est des bons musiciens. Puis écoute, il y a une belle chimie sur scène. Ouais, puis l'album est le fun. Bref, merci énormément, c'est un plaisir de discuter avec toi. Puis on se reverra bientôt. Ouais. Bien sûr. OK. Bye. Right. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.